petite quinzaine d'années maintenant, le développement de la technologie appliquée en matière financière et bancaire, en réalité, a été tel qu'un courant s'est formé, le courant des FinTech. Fin pour finance, tech pour technologie, on connaissait les biotech, ben maintenant on a aussi les FinTech. Alors pour faire simple, disons que ces FinTech, elles se sont globalement fixées pour objectif de refondre l'actuel système bancaire et financier en développant des modèles alternatifs, des modèles économiques alternatifs qui sont devenus possibles uniquement grâce au progrès du numérique. Prenons l'exemple du financement participatif, comme on dit en France, l'exemple du crowdfunding, comme disent les anglo-américains, ou encore le sociofinancement, comme me semble-t-il vous dites ici au Québec. Eh bien donc le sociofinancement, avec le paiement mobile et le paiement en ligne, ça a été effectivement l'une des premières préoccupations des FinTech en vue de repenser le système bancaire et financier. En effet, le sociofinancement, ça procède au fond d'une volonté politique de rompre avec le modèle traditionnel du crédit. Conçu à l'heure des réseaux sociaux, le sociofinancement s'inscrit dans une dynamique plus collaborative que mercantile. Le but est bel et bien de lutter contre la structure verticale du secteur bancaire. Chaque client va voir son banquier. Le but, là, c'est d'instaurer au contraire une nouvelle structure horizontale. Chacun peut être à la fois client et banquier. D'où le caractère donc disruptif du sociofinancement. Alors en clair, cet exemple, parmi d'autres, montre que ce qui est nouveau avec le phénomène des FinTech, c'est que le numérique est désormais mis au service d'une fin nouvelle, à savoir donc la remise en cause de certains aspects tout de même du système bancaire et financier actuel. Or, pour agir dans cette direction, les FinTech peuvent aujourd'hui compter avec un outil éminemment disruptif et prometteur, dont on parle beaucoup en ce moment, à savoir la technologie blockchain, dont nous allons donc maintenant parler, et ce qui va nous faire rentrer dans le cœur du sujet. Donc, vous voyez, finalement, il n'y avait pas une vraie introduction présentée comme telle, mais au fond, on ne se refait pas. On avance dans cette grande introduction qui nous amène maintenant à dire quelques mots de la blockchain qui vont faire écho aux quelques mots que nous a dit notre collègue Philippe Chauviré ce matin. Alors, la blockchain, c'est un système informatique qui, pour faire simple, permet de stocker et d'échanger des données de manière sécurisée, et ce donc au travers d'une sorte de grand registre consultable et modifiable par tous les participants à la blockchain, et ce, surtout, sans intervention d'une instance centrale qui fixerait les règles, qui assurerait et qui surveillerait le fonctionnement du système. Et c'est ça qui va être particulièrement intéressant du point de vue bancaire et financier. Et c'est donc pourquoi cette absence de partie centrale, c'est pourquoi on dit que la blockchain, c'est un système décentralisé. Dans la blockchain, donc, ce sont tous les participants qui, chacun et tous, contribuent ensemble à la fiabilité du système. Du moins dans ce que l'on appelle les blockchains publiques, c'est-à-dire des blockchains ouverts à tous. Donc, peu importe comment est-ce que techniquement c'est possible, retenez simplement que c'est ça la grosse caractéristique des blockchains. C'est comme un registre qu'on connaît, tel qu'on le connaît jusqu'à maintenant, sauf que là, la grande nouveauté, c'est qu'il n'y a pas une personne qui a la main mise sur la tenue du registre. Et donc ce caractère décentralisé, et j'insiste, c'est donc ça la caractéristique de la blockchain qui est à l'origine de sa force particulièrement disruptive. Autre élément à savoir sur la blockchain, cette technologie, elle est née à la fin des années 2000 avec sa première application devenue largement célèbre depuis, le Bitcoin. Or, le but de l'inventeur du Bitcoin, c'était de créer une monnaie qui fonctionnerait en marge de tout champ étatique et qui survivrait au système bancaire et financier si celui-ci venait un jour à s'effondrer. Alors on ne le sait que trop bien, depuis il y a d'autres crypto-monnaies qui ont été créées grâce à la technologie blockchain, comme l'Ether ou le Ripple.
mais ce sont aussi quantité d'autres applications de la blockchain depuis qu'on vu le jour et qui sont actuellement en cours de développement. Et ce, donc, on a eu l'occasion d'en parler dans d'autres secteurs. Alors, on a évoqué celui du marché de l'art, mais on peut évoquer aussi le secteur des transports, de la santé, des diplômes. Mais surtout, pour ce qui nous intéresse, nous, en cette fin de journée, dans le secteur de la banque et de la finance. On va se concentrer sur deux principales applications en matière bancaire et financière des blockchains. La première concerne les titres financiers. Alors, pour faire simple, là encore une fois, en matière bancaire et financière, il faut raisonner sur des exemples que tout le monde connaît. On va prendre les actions d'une société, par exemple. Donc, les titres financiers comme les actions, elles sont traditionnellement inscrites dans des comptes titres. Il faut bien savoir qui est actionnaire, qui a les actions. Celui qui est inscrit dans un compte. On retrouve l'idée d'un registre. Donc celui qui est actionnaire, c'est celui qui est inscrit dans des comptes titres qui sont tenus soit par des banques, soit par les sociétés qui émettent les titres. Mais retenez surtout l'idée par des banques. Parce que justement, la technologie blockchain, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, elle offre aujourd'hui une alternative à ce système sur lequel les banques ont la main mise. Cette alternative, elle consisterait à inscrire ces titres financiers dans des registres tenus de manière décentralisée, c'est-à-dire sans l'intervention des banques, ce qui veut donc dire considérables économies de temps, certes, mais surtout d'argent. Parce que quand on a le monopole, quand on a la main sur un système qui est utile à tous, au passage, on en profite pour monnayer le service que l'on rend bien volontiers par ailleurs. Deuxième ou seconde application des blockchains en matière bancaire et financière, une autre application qui est très prometteuse et qui réside dans ce qu'on appelle les ICO, pour Initial Coin Offerings. Les ICO, elles représentent, c'est plutôt un nouveau mode de financement pour des entrepreneurs, pour des fondateurs de sociétés qui vont chercher du financement. Les ICO, c'est une nouvelle façon de lever des fonds, d'aller chercher les premières ressources financières pour le projet innovant qu'ils portent. Alors ça commence à connaître un certain succès parce qu'en 2017, on a listé environ 400 ICO dans le monde qui ont permis de lever au total 2 milliards de dollars américains. Alors traditionnellement, justement, ces fondateurs de sociétés qui sont en quête de financement, qu'est-ce qu'ils font pour trouver des fonds qu'ils n'ont pas, alors qu'ils ont une belle idée, une belle équipe pour porter un projet? Eh bien, généralement, ils vont voir des investisseurs professionnels, comme par exemple des fonds d'investissement, ou alors ils s'adressent au public, c'est-à-dire à la collectivité des investisseurs dans le monde, via les marchés financiers. Ils vont en bourse, ils vont chercher de l'argent auprès des petits épargnants, comme on dit, en bourse. Ils s'adressent au public. Or, là encore, vous devinez, les ICO, ça offre une alternative à ces circuits de financement classiques. En effet, une ICO, c'est quoi? C'est un échange, au sens économique du terme, pas juridique, entre d'une part des crypto-monnaies, donc il y a un investisseur qui va investir en crypto-monnaies et qui va en contrepartie recevoir des jetons ou tokens. Et ces jetons, une fois que l'investisseur a reçu son jeton en contrepartie de bitcoins, de crypto-monnaies, eh bien ce jeton, il peut le garder, il peut voir par exemple sa valeur fluctuer, monter, et il peut surtout le revendre sur ce qu'on appelle une sorte de marché secondaire, un peu comme il existe à la bourse, un marché primaire, là où les titres sont émis, et puis ensuite quand il y a un marché de l'occasion, où c'est là qu'on achète, on revend, on boursicote, c'est ça le marché secondaire. Donc, les ICO, c'est ça, c'est des bitcoins d'un côté et on reçoit des tokens de l'autre. Sachant que ces tokens qu'on a payés quand même avec des bitcoins, c'est quoi? Ce sont des jolis petits jetons, mais qui surtout représentent quelque chose. Ils représentent, par exemple, des droits à bénéficier des biens ou des services que la société proposera à terme, quand justement elle aura réussi à développer son activité. Par exemple, si le projet d'une entreprise, c'est de fournir des données en matière climatique, les tokens qui vont être émis par cette société, ça peut être par exemple
la promesse d'un certain nombre de données en matière climatique qui sera fournie à toute personne qui aujourd'hui fournit un bitcoin à la société donc, qui est en phase de développement. Si bien que si je me mets à la place de l'investisseur dans cette entreprise, eh bien, ce qui me motive, c'est de me dire qu'en faisant l'acquisition aujourd'hui d'un de ces tokens, pour un bitcoin par exemple, eh bien, je prends le pari que demain, le volume de données auquel j'aurai le droit vaudra beaucoup plus qu'un bitcoin, ce qui fait que j'aurai accès à ce produit à un tarif avantageux. Et puis, en fait, peut-être qu'à titre personnel, j'en ai rien à faire des données climatiques, mais en revanche, je me dis que ça va être une denrée, un actif financier attractif et qu'il y a des sociétés qui, elles, vont s'arracher à prix d'or ces tokens demain. Et donc là, je change un petit peu de casquette. C'est pas tant en tant que futur client qui veut à terme avoir un tarif avantageux que je me comporte. C'est en pur spéculateur, en pur financier. Je vais faire l'acquisition de ces tokens en ayant dès le départ en tête de les revendre sur le marché secondaire des tokens. Et voilà comment est-ce que les ICO, ça intéresse des investisseurs dans le monde entier, soit ceux qui vont avoir intérêt à être les futurs clients de l'entreprise d'une manière ou d'une autre, soit les purs investisseurs qui se disent là, il y a des plus-values à réaliser à terme. Bref, que je sois intéressé ou non par l'activité de la société, dans les deux cas, j'ai envie de spéculer sur le développement de ces sociétés. Et donc ça, c'est un formidable outil de financement pour les entrepreneurs parce que, surtout, quand vous êtes un jeune entrepreneur, vous avez plein d'idées mais que vous n'avez pas d'argent et que vous allez voir des fonds d'investissement, eux c'est l'inverse, ils n'ont pas d'idées mais ils ont beaucoup d'argent. Vous aviez 100% du capital de la société mais bon, vous n'aviez pas beaucoup d'argent pour la développer. Vous allez les voir, les fonds d'investissement, vous repartez, ils ont 90%, vous avez 10%, mais au moins vous aurez 10% de quelque chose qui peut-être vaudra quelque chose dans 5 ans. Bon, vous voyez que dans la logique traditionnelle du financement, il y avait un sacrifice à faire pour les fondateurs. Ils étaient obligés de passer les rênes aux investisseurs. Ils étaient ce qu'on appelle en matière financière dilués. Ils n'étaient plus maîtres de leur société, dans le capital. Leur participation était diluée. Avec les ICO, il n'y a pas de risque de dilution, puisqu'on ne touche pas au capital. C'est en dehors du capital. On récolte des fonds et tout ça se fait à capital constant. Je garde 100% du capital de la société que je suis en train de créer. Au fond, et là vous êtes en train de vous dire, mais en quoi est-ce que ça se distingue véritablement d'une introduction en bourse, une ICO? Parce que je vais voir des gens que je ne connais pas, ils investissent, je leur donne quelque chose en contrepartie. Oui, si vous le dites, vous avez raison. Il y a quelque chose qui est commun aux deux, c'est justement de s'adresser à une collectivité d'investisseurs dans le monde entier. Dans le monde entier, ça veut dire que, à la différence de l'introduction en bourse, l'IPO, on n'est pas cantonné à agir sur un marché donné, sur une place financière donnée qui elle-même est dirigée, régie par une entreprise de marché. Et à nouveau, vous me voyez venir. L'ICO, ça permet un peu comme une introduction en bourse, donc de s'adresser au plus grand nombre d'investisseurs sans être obligé de passer par une place financière donnée dirigée par une instance centrale. Donc, les ICO, vous voyez pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se dit mais que c'est un formidable outil de financement pour les entreprises à venir, parce que cette force disruptive justement des ICO, ça va permettre aux entrepreneurs de s'affranchir du joug des investisseurs professionnels, des places de marché. Et puis même, d'un point de vue psychologique, on a parlé de la partie faible aujourd'hui à d'autres occasions. Il y a aussi quelque chose de purement psychologique et dans les rapports de force. Quand vous êtes de jeunes entrepreneurs et que vous allez voir des fonds d'investissement, ils n'étaient pas très inquiets, les fonds d'investissement avant, parce qu'ils savaient que tous les entrepreneurs allaient les voir. Maintenant, les fonds, ils savent qu'il y a une autre façon de faire. Donc peut-être que ça va rééquilibrer un petit peu. Et là, je pense qu'au regard de ce qu'on connaît dans le contexte civiliste d'un contrat, quand on veut rehausser le pouvoir de la partie faible, on agit sur les prérogatives de la partie faible, on lui en donne plus, ou alors on diminue les prérogatives de la partie forte. Ici, vous voyez, c'est un peu autre chose. C'est qu'on crée de manière plutôt macroéconomique,
on crée de nouvelles conditions qui vont affaiblir certains et rehausser la puissance des autres dans les négociations. Au fond, même si vous n'êtes pas prêt à lancer une ICO, même si votre ICO n'est pas économiquement opportune, le seul fait que ça plane dans les négociations avec les investisseurs, vous êtes déjà bien plus fort qu'auparavant. Et en ça, qu'elle soit réalisée ou pas, c'est déjà aussi un progrès pour les entrepreneurs. Bref, au travers de ces deux exemples à 17h16, on comprend ainsi que la technologie blockchain fournit donc une formidable source d'énergie disruptive aux fintech, désireuses de bâtir la version 3.0 d'un système bancaire et financier expurgé de ses traditionnelles instances centrales que sont les banques, les entreprises de marché ou les fonds d'investissement. Ce qui explique que le droit ne pouvait rester insensible à ces nouvelles pratiques, mais c'est là déjà, vous le comprenez, entamer l'approche juridique de notre question. Alors, sans autre transition, parce que je sais que le temps tourne, et de toute façon, je n'en avais pas prévu, cette approche juridique des apports du numérique en matière bancaire et financière, eh bien, autant le dire tout de suite, elle sera consacrée essentiellement au blockchain, donc, puisque c'est ça l'actualité de notre sujet et donc tout son intérêt. Et pour ce faire, là aussi, place au retour de la tradition, on procédera là aussi en deux temps. D'abord en voyant ce qu'est le droit positif, et ça va aller très vite, vous allez voir. Le droit positif en matière de blockchain, application bancaire et financière, et puis ensuite, on prendra le temps de réfléchir un tout petit peu à titre prospectif en cette fin de journée. Alors en France, les pouvoirs publics ont choisi de se saisir rapidement de la question des blockchains pour éviter, pense-t-il, de laisser trop longtemps dans l'incertitude les agents économiques. Il y a d'autres pays qui ont choisi de laisser faire. On va voir, on laisse faire. Le parti de la France, ça a été au contraire d'assez vite donner un cadre. Mais très conscient du fait que le droit ne peut pas s'aligner instantanément sur le fait, c'est nécessairement une politique des petits pas, prudents, qui plus est, qui a été adoptée. Parce que pour l'instant, au fond, la réglementation en matière bancaire et financière relative au blockchain, ça se résume essentiellement à deux ordonnances. La première, une ordonnance du printemps 2016, 28 avril, qui, elle, a autorisé l'émission et la cession de mini-bons au moyen de ce qu'on appelle, dans la langue du législateur français, un dispositif d'enregistrement électronique partagé. C'est la version française de la blockchain. L'acronyme, ça fait DIP. Alors les mini-bons, donc, ils vont pouvoir être enregistrés dans un DIP. Les mini-bons, juste pour votre culture, au passage, ce serait dommage de ne pas savoir ce que c'est, ce sont des bons de caisse. Les bons de caisse, ce sont des titres d'emprunt qu'émettent des sociétés, certaines sociétés, peu importe les détails. Quand elles ont besoin d'argent, c'est un peu comme des obligations. Elles vont emprunter de l'argent à des gens et en retour, elles vont leur mettre un petit bon qui leur permettra de se faire rembourser et d'avoir des intérêts. Bon, ces bons, quand ils sont proposés, et c'est là, ces bons de caisse qu'ils ont de particulier, quand on les appelle les mini-bons, c'est qu'ils peuvent être proposés non pas par la société directement, mais via, encore une fois, des banques ou alors des plateformes de sociofinancement. Et donc ces mini-bons, vous voyez, ces titres d'emprunt qui vont être souscrits par des gens que la société ne connaîtra jamais, qu'elle ne rencontrera jamais, bien sûr, il faut tenir un registre. Pour savoir, dans 5 ans, quand il y a quelqu'un qui viendra pour se faire rembourser, il faut savoir qui a un mini-bon, qui l'a vendu à qui. On retrouve cette logique de registre. On a des comptes d'inscription pour inscrire les mini-bons aujourd'hui. On retrouve l'intérêt de la blockchain. Et puis la seconde ordonnance, c'est celle du plus récente, du 8 décembre 2017, qui a quant à elle permis grosso modo la même chose, mais pour les titres financiers de sociétés qui ne sont pas cotées. Par exemple des actions, des obligations. Eh bien aujourd'hui, maintenant, en droit français, c'est possible dans une société, à condition que ses statuts le permettent, et si la société le décide, bien sûr, c'est possible d'inscrire les titres financiers et surtout les transactions sur titres de financiers, par exemple les actions d'une société, qui est actionnaire. Tout ça, maintenant, ça peut être consigné, enregistré dans un registre qui est un DIP.
Et puis, quand je vous avais dit que ça allait être assez rapide sur le droit positif, vous voyez, là, on a fait le tour de la partie réglementaire légale. Juste une chose, quand même, là, c'est de l'actualité brûlante. Je ne peux pas m'empêcher de vous dire que le 26 avril 2018, donc il y a quelques jours, le Conseil d'État a rendu l'un des premiers arrêts attendus en matière de crypto-monnaie, donc crypto-monnaie, crypto-actifs, blockchain, tout ça, hein, c'est à peu près le même domaine. Et donc là, pour la première fois, le Conseil d'État est venu fixer les premières règles fiscales venant saisir les produits, donc c'est-à-dire les bénéfices, que les particuliers peuvent tirer de la cession de bitcoins. Vous savez, on a beaucoup entendu parler du fait qu'il faut investir dans des bitcoins parce que leur taux d'échange contre du dollar ou des euros n'arrête pas de monter. Bon, du coup, si j'achète des bitcoins pour faire une plus-value, je suis heureux de faire ma plus-value. Là où il y a plus-value, il y a évidemment le droit fiscal qui a envie d'intervenir, d'entrer en scène. Bon, là maintenant, on le sait. Les bitcoins sont, et attention, c'est très audacieux, les bitcoins sont qualifiés de biens meubles incorporels. Et maintenant, je vous passe le détail, on sait comment est-ce que sont taxées les plus-values réalisées sur bitcoins. Autant dire donc qu'en matière de réglementation, de législation, le plus gros reste à faire et que donc sur bien des sujets, on en est encore au stade de la réflexion et à ce titre donc, on va terminer par là, les sujets ne manquent pas. En voici quelques-uns vraiment dans le désordre. En ce qui concerne la future réglementation des blockchains en matière bancaire et financière, vous le savez, dès que les crypto-monnaies sont apparues, on a tout de suite brandi le risque du financement, du terrorisme, du blanchiment. Donc, au regard des dispositifs de lutte contre le blanchiment et du financement du terrorisme, il faudra articuler la réglementation blockchain. On a tout à l'heure parlé du RGPD en matière, par exemple, sur les plateformes d'échange crypto-monnaies contre euros. Il y a des données personnelles qui sont collectées. Donc quand on va un peu plus réglementer les blockchains, il faudra aussi articuler avec le RGPD. Ensuite se pose évidemment la question de la nature et du contenu de cette réglementation. Qu'est-ce qu'on va dire quand on va vouloir réglementer les blockchains en matière bancaire et financière? Première question, si je reprends là cet exemple assez parlant des plateformes d'échange crypto-monnaie contre euros. C'est quoi comme réglementation? C'est du bancaire ou du financier? Je vous l'avais dit que ce n'est pas toujours simple de savoir si c'est du bancaire ou du financier. Ça a l'air d'être un peu du bancaire parce qu'il y a quand même un flux en euros par exemple. Donc ça ressemble un peu à des services de paiement et ça c'est du monopole bancaire. Oui, mais de l'autre côté, ceux qui vont acheter des bitcoins pour les revendre, pour faire des plus-values, ils se comportent comme des financiers qui spéculent sur un actif. Donc là, on a envie de dire que c'est plus la réglementation financière. Autrement dit, est-ce que c'est l'AMF, Autorité des marchés financiers, ou est-ce que c'est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR, qui est compétente? C'est peut-être les deux. Donc c'est ça qui est difficile aujourd'hui de savoir. D'ailleurs, ça fait quelque temps déjà que la CPR et l'AMF, les deux, mettent en garde les investisseurs du monde entier en ce qui concerne les risques liés à la spéculation sur le Bitcoin. Comme quoi, voilà le type de questions évidemment fondamentales auxquelles il va falloir répondre. Alors, pêle-mêle très rapidement parce que là j'ai plus qu'une minute, je le sens bien. Dans le cadre des ICO, encore une fois, vous voyez, et là encore une fois j'en appelle aux civilistes, aux plus civilistes d'entre nous, aux férus de qualification civiliste, ces fameux tokens, ces jetons. Alors c'est sûr que c'est comme des bitcoins, on est sûr que ce sont des biens meubles, hein. Ils ne vont pas être attachés au sol, ça c'est sûr. C'est pas tangible, c'est sûr, c'est de l'incorporel. Mais au-delà, qu'est-ce que c'est que ces tokens? Ce jeton, c'est-à-dire que ce droit d'avoir plus tard accès à un service ou à un bien proposé par la société que je contribue à financer. Bon, sachant que là, c'était pour aller vite, hein, évidemment, je ne vous ai pas dit non plus qu'il y avait plein d'autres tokens. Ça peut être des droits dans les dividendes, des droits à une partie des dividendes futurs. Tiens, là, on a des tokens qui commencent à ressembler à des actions. Alors, c'est quoi? Ils vont être assimilés à des actions sans être des actions. Par exemple, la SEC américaine a décidé de les traiter comme des actions. Ces fameux tokens qui singent ce que sont que des actions. Bref,
juridiquement, c'est quoi ces tokens? Quelle qualification? Est-ce qu'ils ont tous une qualification commune? Est-ce que c'est une catégorie juridique unitaire avec un vrai régime juridique? Est-ce qu'il y a plusieurs espèces à l'intérieur du genre avec des régimes juridiques à chaque fois? Bref, vous voyez, il y en a pour tous les goûts. Il y a du bancaire, du financier, du civil, du droit des biens, du droit des contrats. Que de questions stimulantes à l'avenir. Et puis, je prolonge encore une fois sur le Bitcoin, on n'arrête pas d'en parler. Qu'est-ce que c'est? C'est de la monnaie? C'est pas de la monnaie? Si c'est pas de la monnaie, ben c'est quoi? C'est un peu comme les tokens? Oui, mais lesquels? Oh là 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 là, que de questions auxquelles donc le législateur, je m'en émeus moi-même, je me rends compte de la difficulté du chemin qui s'ouvre à nous, que de questions auxquelles il va falloir répondre, et autant de questions d'ailleurs qui, et là vraiment je vous promets d'en terminer par là, qui montrent surtout une chose. Si l'on se rappelle qu'une révolution n'est jamais qu'un mouvement qui conduit à revenir à son point de départ, eh bien il me semble que l'on peut dire alors, à certains égards du moins, que c'est à une certaine révolution de la théorie juridique que conduit l'appréhension juridique des blockchains en matière bancaire et financière. Et pour s'en rendre compte, il suffit d'en revenir à la question de la qualification du Bitcoin. À ce propos, on entend souvent dire qu'il ne s'agit pas de la monnaie. Le Bitcoin, c'est pas de la monnaie parce que c'est pas une monnaie étatique. Sous-entendu, seule une monnaie étatique peut être de la monnaie. Et puis deuxième raison, parce que le Bitcoin n'a pas cours légal. Bon, pourquoi pas. Mais en même temps, tout le monde s'accorde à dire quand même que le Bitcoin, c'est peut-être une menace pour les monnaies étatiques. Alors, qu'est-ce qui peut menacer une monnaie étatique si ce n'est une monnaie? La question est lancée. Et puis, en ce qui concerne le cours légal, est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est que le cours légal? Parce que pour ma part, j'en doute. Donc, on va qualifier le Bitcoin au regard de critères que l'on croit être clairement définis, mais dès qu'on s'intéresse un petit peu à la monnaie en général, comme certains dans cette salle, on s'aperçoit que ce qu'on croit être tenu pour acquis, à savoir qu'est-ce que le cours légal d'une monnaie, eh bien, en vérité, les choses sont beaucoup plus floues qu'on ne le croit. Bref, c'est plus l'heure de traiter dans le détail de ces questions. L'essentiel ici, c'est sûrement d'observer que la question nouvelle de la qualification des crypto-monnaies conduit en réalité à poser ou reposer l'ancienne et récurrente question fondamentale de savoir ce qu'est la monnaie d'un point de vue juridique. Par où l'on doit ainsi se rendre à l'évidence, en droit bancaire et financier, nous aussi, on aime le vintage. Je vous remercie.